Hello, c'est le Elixir du montage qui vous parle. Avant de vous laisser en compagnie de mes camarades et de moi-même pour cette nouvelle saga de l'été placée sous le signe de l'hilarité générale, je vous rappelle que si vous souscrivez à un abonnement sur Supercast avant le 31 août 2026, vous bénéficierez, et ce, quelle que soit la formule que vous choisissez, de 10% de réduction pendant les 6 premiers mois de l'abonnement. Le lien est en description. Et maintenant, voici les vedettes de notre spectacle. L'été sera chaud, dans les t-shirts, dans les maillots. Vous aimez le cinéma, nous non plus. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que tu viens pour les vacances ? Nous, on n'a pas changé d'adresse comme le fredonnaient les philosophes. Cet été, c'est Summer of LOL. Dans Réaliser son trucage, c'est notre été pipi culotte. Mais vous allez me dire, pourquoi pipi culotte après tout ? C'est vrai, pourquoi lâche-t-on une petite ou une grosse goutte quand on rigole très fort ? Eh bien, c'est très simple, la vessie est maintenue fermée par le sphincter urétral et soutenue par le plancher pelvien, un ensemble de muscles qui font office de hamac pour tous les organes du bas-ventre. Quand on rit intensément, la pression intra-abdominale monte en flèche de façon répétée et incontrôlée. Si cette pression dépasse la capacité de résistance du sphincter, un peu d'urine s'échappe. Le corps est tout simplement débordé par l'effort. Ce phénomène, appelé incontinence urinaire à l'effort, est beaucoup plus fréquent chez les femmes pour des raisons anatomiques et historiques. Le plancher pelvien féminin est plus sollicité et plus fragilisé à cause des grossesses et des accouchements notamment. L'urètre féminin est plus court, donc moins de marge avant la fuite. Les variations hormonales affectent le tonus musculaire, mais les hommes n'en sont pas exempts, surtout après 50 ans. Vous comprenez donc maintenant que je n'ai pas tout pris du cul, j'ai juste mis une couche au cas où. Salut les amis. Vous êtes journaliste scientifique, vous ? Urinaire. Je suis journaliste urinaire. Ah, la dynamique des fluides. Ça marche aussi pour les paix. Oui, j'ai remarqué. Ouais, c'est pour ça que je ne vais pas voir de comédie au cinéma avec Simon. Nouvelle formule pour ce Summer of LOL. Ouais, c'est pour ça que je... Surtout qu'il rit même devant le marsupilami de Philippe Lachaud, donc il y a un moment ça fait mais... beaucoup trop de merde au kilomètre carré. Hein. Ah, moi, c'est pour ça, moi, je prends toujours par respect, notamment pour Nicolas, des caleçons avec des mailles très fines. Nouvelle formule pour ce Summer of LOL. 2 catégories, des discussions à bâton rompu et des petites ou des grosses gouttes. Après The Origin of LOL, 2e épisode. Voilà, cadeau de Noël. Non, je dis cadeau de Noël, c'est parce que c'est par rapport à mon prénom. Oui, c'est ce que j'avais compris. Oui. Sinon, il y a aussi les boules. Tempus rigolite, le rire à l'épreuve du temps. Bah oui, on est pour se bidonner. Hein. Pourquoi certaines comédies traversent les décennies et d'autres s'effondrent ? C'est presque un épisode, pourrait-on dire, sur la nature même du rire. Allez, première catégorie, cet excellent sketch des Inconnus aussi sur Qu'est-ce que le rire de Arte. Bien sûr. Pourtant, les Inconnus dont nous n'avons pas dit que du bien jusqu'à présent, Non. et dont nous n'allons pas Qui dire ont, que qui ont eu une grande époque. On peut le dire comme ça. Nous n'allons pas dire Sur que le du bien. petit écran. Sur le petit écran. Dans tout à fait. quelques instants. Première catégorie aujourd'hui, le film qui fait toujours rire malgré le temps qui passe. Qui veut commencer je vois le tableau changer en direct sous mes yeux. Qui veut commencer écoute, Sophie, d'ailleurs, puisque tu viens de changer. Je viens de changer. Voilà. J'avais mis la Cité de la Peur, comme ça vous voyez un peu la tambouille interne, et je me suis dit qu'on en avait quand même déjà bien parlé et qu'on aime tous la Cité de la Peur. Non, je vais parler d'un autre de mes petits films chouchous, et finalement il a un lien, comme quoi, avec celui qui définit mon humour. Je vais vous parler de Tootsie, de Sidney Pollack, sorti en 82, et en effet, les années 80, moi je les ai pas connus, donc déjà ça aurait pu... Quelle chance. Je suis née quasiment 10 ans après Tootsie, et en fait, quand j'ai découvert le film, c'est rigolo parce que je me suis dit, comme un peu pour certains l'aiment chaud, c'est hyper rigolo les situations de travestissement qui créent du quiproquo. C'est hyper drôle de voir comment les interactions sociales changent et comment en fait finalement le travestissement au cinéma, surtout en travestissant des figures masculines implantées dans le paysage cinématographique, que ce soit Tony Curtis ou ici que ce soit Dustin Hoffman, ça crée un décalage assez marrant. Et en fait Tootsie, c'est comme certains l'aiment chaud, un film qui aurait pu basculer vers le cringe, vers le décalé, vers le sexiste d'une certaine manière, et finalement
c'est pareil, grâce à la finesse d'écriture, grâce à la qualité de jeu, notamment de Dustin Hoffman, et surtout des actrices qui l'accompagnent, et en particulier Jessica Lange et Terry Garr. En fait, grâce à ces deux grands portraits de femmes fortes, qu'on arrive à avoir finalement la vraie progression du personnage de Dustin Hoffman, qui de base se travestit parce que c'est un acteur raté, qui veut passer d'autres formes de casting, et quiproquo parce que d'un coup il devient la bonne copine d'une meuf qui veut pécho, enfin vous voyez l'idée. Et finalement, je trouve que le film n'a pas pris une ride, notamment parce que les personnages féminin était particulièrement bien écrit à l'époque. Du coup, le film ne tombe pas dans c'est un autre regard sur la femme, ça a quand même vachement vieilli. Finalement, comme quoi des bonnes actrices bien écrites, et ben finalement, ça fait pas vieillir un film. Donc ça me fait toujours marrer. Je trouve ça génial. Et puis encore une fois, la permanente, la perruque frisée de Dustin Hoffman, c'est toujours un banger. Et le dentier, les fausses dents. Et les fausses dents, mais tout, genre, c'est comme moi la scène de travestissement de Robin Williams, c'est un truc qui me fait toujours rire. Mrs. Doubtfire. Ouais, genre quand il fait Barbara Streisand et tout, genre, je trouve ça génial. Gregory, this was... George. It's Michael Dorsey, okay? Your favorite client. Alexis, toi aussi, tu as changé à la dernière seconde. Oui, pourquoi ça ? parce que j'avais mis les Tontons Flingueurs, qui est un choix un peu trop évident. Et surtout que tu l'as pas vu, du coup. Très drôle. Écoutez l'épisode précédent pour avoir le contexte de la blague. Non, mais en fait, il y a beaucoup de films dont le potentiel et le pouvoir comique sont... intact, peu importe le nombre de visionnages. Il y en a en revanche pas beaucoup que personnellement je mettrais dans la sous-catégorie, qui est celle que j'ai du coup privilégiée au final, qui est ces films dont je peux regarder non pas le film en lui-même, mais les gags en boucle et ne jamais cesser de rire. Et il y a un film pour moi dans cette catégorie, c'est Anchorman d'Adam McKay. Donc pour celles et ceux qui l'ont pas vu, c'est un film avec Will Ferrell, Steve Carell, Owen Wilson, je crois, fait un petit rôle dedans aussi. Il y a Paul Rudd évidemment. Et donc c'est l'histoire d'un présentateur télé star à San Diego qui est Ron Burgundy, joué par Will Ferrell, qui est un crétin fini mais qui se trouve être une célébrité locale. Et tu suis donc les aventures de Ron Burgundy et de ses collègues journalistes. Et il y a notamment le personnage de Steve Carell, qui est, c'est peu de le dire, un gros crétin dans le film et qui a des sorties comiques absolument dingues. Et c'est vraiment, ouais, c'est un film, je pense que je l'ai découvert relativement tard en plus, hein, mais il y a maintenant une petite dizaine d'années, et je pense que c'est un film que je peux... Il m'arrive... Et encore une fois, c'est rare, mais il m'arrive d'aller sur YouTube, me remettre juste une scène ou deux pour me mettre un petit coup de boost dans la journée. Et tu penses qu'il va genre durer et perdurer? Tu penses que c'est le genre de comédie qui pourra jamais vieillir? Je pense. Il y a une réplique dans le film qui m'a obsédé pendant des années. Il y a un moment où le personnage de Ron est très très triste, et donc il appelle Paul Rudd depuis une cabine téléphonique. Paul Rudd décroche et il ne fait que hurler dans le téléphone, il ne prononce pas un mot, il fait que hurler, et Paul Rudd finit par lui dire mais je comprends rien à ce que tu me dis, où es-tu? Et donc il est dans une cabine téléphonique, et je fais la réplique en anglais parce qu'elle est intraduisible, et juste il lâche le téléphone et il fait I'm in a glass case of emotions. Je suis obsédé par cette réplique, je la trouve complètement absurde, et j'ai beaucoup de sympathie pour Adam McKay en tant que cinéaste, mais je pense que le grand moment de sa carrière, c'est vraiment la comédie. C'était un artisan de comédie génial, j'espère qu'un jour il va y retourner franco. Et ouais, moi le premier Anchorman, je le trouve absolument génial. J'aime beaucoup le 2 aussi. C'est dans le 2 qu'il y a la baston avec toutes les guest stars à la fin. Hein. C'est dans le 2. Où il y a Drake et tout. Le 2, avec toute la sympathie que j'ai pour lui, a justement un peu ce problème d'être la suite d'une petite comédie par la force des choses devenue culte. Et du coup, il y a un peu la tentation de on pousse les potards, on en fait beaucoup, on met beaucoup de guests, beaucoup de restas. Il y a Jim Carrey, il y a Marion Cotillard, il y a plein de gens qui viennent passer une tête. Et il y a presque un trop-plein qui rend le film un tout petit peu trop mécanique, un tout petit peu trop industriel, là où le premier a une fraîcheur. Le gag du prompteur aussi, bref, moi Steve Carell sur le fond vert qui fait genre où sont mes jambes. Voilà, parce qu'il comprend pas le principe du fond vert, ou qui se met à gueuler genre je sais pas pourquoi tout le monde crie, parce que les gens sont en train de s'engueuler. Enfin bref, et d'ailleurs, petite anecdote, et je finirai là-dessus, mais Steve Carell a parlé il y a pas longtemps de la jeunesse d'Anchorman, et ils ont eu cette idée qui n'a finalement pas vu le jour, qui était d'insérer un flashback où ils sont tous à la guerre du Vietnam, et où le leader du clan, le leader de la bande, c'est Steve Carell, qui est du coup dans ce flashback présenté comme un militaire vaillant, qui se courageux, prend un obus, qui devient débile. Genre non, même pas. L'idée c'était d'avoir ce flashback là où ils sont à la guerre du Vietnam et c'est Steve Carell qui les motive en mode platoon, et de ne jamais expliquer ce qui s'est passé entre temps. et c'est dommage que ça n'ait pas vu le jour, parce que je pense que ça aurait été le meilleur gag du film. Mais voilà, moi j'ai un amour immodéré pour Anchorman, et je sais déjà, tu vois, c'est gravé en moi, je sais que ce film va me faire rire jusqu'à la fin de mes jours, je pense.
What? Ron, where are you? I'm in a glass case of emotion! Simon, tu nous as parlé de ton acteur comique préféré et ça va avec le film qui continue de te faire rire malgré les années qui passent et malgré certaines problématicités que l'on pourrait noter sur ce film qui ne fait pas Calmos, consensus. Nicolas Martin. Ça fait pas rire tout le monde. Ça fait non, pas rire tout le ça fait monde. pas rire tout le monde. Absolument. Mais alors, justement, pourquoi ça ne fait pas rire tout le monde? Et j'ai envie de dire, a raison. Calmos, c'est un film qui est de 1976, si ma mémoire est bonne. C'est un des premiers longs métrages de Blier. Il sort du succès des Valseuses, qui n'est peut-être pas moins problématique. Et il se trouve que Blier, il a une idée tout à fait humaniste et subtile et fine, c'est oh là là, les féministes du MLF, elles commencent à me baver sur les rouleaux, je vais faire un film comme quoi les mecs, ils en peuvent plus de ces grognasses et ils se barrent et ils vont créer leur propre société. Super point de vue. Et donc, pour plein de raisons, c'est quand même pas évident aujourd'hui. Mais alors, et après, avant d'en arriver aux qualités comiques du film à proprement parler, moi, ce qui m'intéresse, c'est deux choses. Déjà, essayer de me faire rire avec un truc que dans l'absolu, je réprouve plutôt. Quand un film, quand une œuvre y arrive, sur moi, ça a un effet, mais je pense un peu sur tout le monde, très puissant. C'est-à-dire que dans l'absolu, ces mecs, je les trouve abominables. Mais réussir à me faire marrer avec eux, c'est un truc qui abat mes barrières et qui me met, moi, dans un état d'hilarité assez fort, premièrement. Ensuite, il y a des œuvres, et je trouve que Calmos en est un exemple, dont le discours change malgré elle-même. C'est-à-dire que quand le film sort, c'est indiscutablement, comme plein de films de Blier, un film extrêmement misogyne. Il n'y a pas de doute. Et qui vraiment est là pour nous dire, genre, putain, nous quand même les bons hommes, qu'est-ce qu'elle nous emmerde. Sauf que le film épouse tellement ce point de vue que, malgré lui, je ne pense pas du tout que ce soit l'intention de Blier, c'est un des plus parfaits portraits de la connerie qu'est la misogynie. C'est de la misogynie pure. Donc si tu veux savoir ce que c'est que la misogynie, plutôt que qu'est-ce que les femmes sont emmerdantes, c'est un très bon film là-dessus. Et du coup, ça transforme le film, moi, ça transforme mon visionnage avec les années d'une manière que je trouve intéressante. Et ensuite, je trouve que le film a une puissance comique qui, moi, me dépasse totalement. Déjà, je suis très, très sensible à ces récits qui partent complètement en quenouille et qui terminent en absurde total. Je vous en dis pas plus, mais c'est le cas du film. Et après ça, moi, il y a un art du dialogue et de l'interprétation qui fait que, même quand je me dis, non, mais on n'a pas le droit de dire ça, mais c'est vraiment dégueulasse de faire un gag là-dessus. Non, mais c'est pas drôle, ça, en fait. Bah si, c'est tellement bien écrit que j'arrive à en rire. Et là, moi, c'est quelque chose que je dois, qui me sidère, parce que, on le verra dans la deuxième partie de cette émission, on a tous des œuvres qui ne nous font plus rire. Pour diverses raisons. Et celle-là, malgré tout, arrive encore à me faire rire. J'ajouterais qu'elle est d'autant plus problématique qu'on sait aujourd'hui que Blier a été un homme violent et un abuseur. Je dis juste abuseur parce que c'est dans plein de domaines différents. Et on le sait notamment depuis le témoignage d'Anouk Grimbert, qui fut sa compagne ou son épouse, je ne veux pas dire de bêtises. Les deux, me semble-t-il, mais à vérifier. En tout cas, qui a partagé sa vie suffisamment longtemps pour en témoigner, quoi. Absolument. Et donc, encore une fois, je redis, il y a moult raisons de ne pas avoir envie de s'y frotter ou de considérer que ça le rend infrottable. Mais néanmoins, malgré tout ça, le film ne cesse de me faire rire. Parce qu'il attrape quelque chose de ce moment où l'humanité... parce que on pourrait faire l'inverse avec des femmes aussi, mais avec des idiotes misandres, comme là, on a des idiots misogynes. Ce moment où l'humanité est à la fois parfaitement ridicule, totalement pathétique, idiote, et pourtant pleine de panache. Et si on vous a jamais expliqué pourquoi il faut faire attention à la Claudine, il est peut-être temps de découvrir pourquoi il faut faire attention à la Claudine. Et puis bon, j'espère que vous arriverez à lire Proust. Pardon, monsieur, la rue Gustave Flaubert, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous allez foutre, Gustave Flaubert? Ça ne me regarde pas, monsieur. Alors m'emmerdez pas, c'est tout ce que je vous demande. Oui, moi je vais prendre le relais. C'est ce que je vous parlais, si vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière, de l'acteur qui je pense aujourd'hui, pour moi, le meilleur acteur comique, en tout cas celui qui me fait rire le plus. Le film que je vais citer comme ayant traversé le temps, pour moi, de manière assez surprenante, parce que je me suis aussi pas mal posé la question. Il y a un film qui aujourd'hui continue à me faire rire. C'est pas un film avec Peter Sellers, mais c'est un film avec notre Peter Sellers national. C'est un film avec Pierre Richard. Parce que moi, le film qui me fait aujourd'hui encore mourir de rire, c'est La Chèvre. La Chèvre me fait mourir de rire. Et en fait, moi, beaucoup plus, on parlait de Louis de Funès. Je reconnais des talents comiques à Louis de Funès, L'aile ou la cuisse, La folie des grandeurs. Il y a quand même des films où c'est... il y en a quelques-uns qui sont solides, son numéro de Louis de Funès est vraiment assez incroyable. Mais ça ne me fait pas autant rire que Pierre Richard dans La Chèvre, particulièrement, ou dans Le Grand Blanc, c'est-à-dire que ce personnage de Peter Sellers à la française, c'est-à-dire la maladresse. Plus La Chèvre que le... Oui, parce que la chèvre, ça joue sur la malchance. Le principe de La Chèvre, c'est que c'est un mec qui a pas de bol, et donc qui a tout
le monde est contre lui et l'univers est contre lui. Et moi, les trucs aussi simples que les portes coulissantes qui s'ouvrent pas et il se prend la porte coulissante, ça me fait mourir de rire. Les sables mouvants. Voilà ce que j'allais dire. La scène des sables mouvants. Et en plus, avec cette espèce de désinvolture totale. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le mec qui a pas de peau, qui bégaye et qui n'arrive pas, à qui il arrive des catastrophes totalement imprévues et qui est maladroit et qui casse tout. Et moi c'est vraiment. Et je pense que ça me fait rire parce que je pense que c'est quelque chose qui traverse. Notre humour évolue avec le temps. Moi, j'aime beaucoup, et on en parlera tout à l'heure. Aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que moi, l'humour qui me fait le plus rire, c'est l'humour qui joue sur la gêne et sur la gêne sociale, et dont on parlait déjà un peu avec le panel d'une ordure. Mais l'humour de la maladresse et de la malchance, ce qui est du slapstick d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que c'est vraiment des gens qui tombent, qui se cassent la gueule, qui pètent tout autour d'eux. Ça me fait hurler de rire, et je trouve que Pierre Richard, pour le coup, il l'incarne hyper bien, et plutôt dans La Chèvre que dans Le Grand Blond. Et peut-être un micro-truc pour celles et ceux qui nous écoutent, si vous aimez l'écriture d'Astier, notamment de Kaamelott, et que vous voulez savoir d'où ça vient, cette espèce de gouaille incroyable de dialogue, et ben, c'est Weber, c'est son deuxième long métrage. La Chèvre, c'est le deuxième long métrage de Francis Weber. Mais voilà, mais dans les échanges entre Depardieu, et mon Dieu, Pierre Richard, il y a quelque chose de ça. Tu vois, typiquement les sables mouvants, où non, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de sable mouvant, le guide ne les signale pas. Ouais, bah là, je crois qu'il faut les signaler maintenant. Tu vois, c'est exactement des dynamiques, des tempos que dont Astier s'est inspiré, à raison d'ailleurs. Et dans La Chèvre, il y a Corinne Charby, et j'étais amoureux de Corinne Charby quand j'étais petit. Oh, il est à moi le chariot là, hein? Pardon? Le chariot, je viens de le sortir pour mes baillages. Mais vous fâchez pas. Pas marqué dessus qui t'avoue le chariot. Enfin, j'ouvre le coffre et il me pique mon chariot. C'est pas lui qui est allé le chercher, merde! Mais je vois un chariot vide sur le trottoir, je le prends. Si vous voulez le garder, fallait pas le lâcher. Arthur, pourquoi tu te frottes les yeux? Non, je me frotte. Non. Si, tu te frottes les yeux. C'est tes yeux. Parce que ça me démange. Ah, d'accord. Voilà. On en a beaucoup parlé dans l'épisode précédent, donc je vais pas faire très long, mais disons que à 7 ans, je découvre un film où en fait, je vois Alain Chabat à la chiasse et Fawzia qui vomit dès qu'il rigole, donc ça me fait rigoler. Puis à 14 ans, je commence à comprendre la sexualité et donc la blague du doigt dans le whisky, je la comprends et ça commence à me faire rigoler. Et puis quand je commence à avoir 19-20 ans, il y a d'autres blagues comme ça que je comprends. Et puis il y a un moment en 2019 où je fais mon premier festival de Cannes. Et là, d'un seul coup, La Cité de la Peur prend encore une autre ampleur. C'est-à-dire que c'est un film que j'aime énormément. C'est un film où je connais tous les gags par cœur. Et pourtant, il réussit à chaque fois à gagner chez moi des territoires supplémentaires. Donc, il y a des blagues que je comprenais pas que je comprends. Il y a des univers que je connaissais pas que je comprends. Et surtout, je vous dis, moi, et c'est pour ça que j'ai une attache pour ce film-là, c'est qu'à partir du moment où j'ai à mon premier festival de Cannes en 2019, je comprends le palais, la plage, je comprends la géographie du film, je comprends soudainement tout ce qui se passait. Et puis, entre-temps, j'ai aussi découvert Evil Dead, donc je comprends aussi tout ce... Enfin, c'est un film qui a gagné en strate de compréhension avec les années. Alors bon, je vais pas dire que dans 30 ans, je vais encore découvrir des nouveaux gags et des nouvelles manières d'appréhender ce film, mais La Cité de la Peur représente pour moi le film qui... est le plus symptomatique de ce dont je parlais un peu dans Shrek 2, de ces films qui me suivent, mais vraiment de films que je comprends mieux avec le temps. Et c'est pas juste je comprends mieux parce que je deviens plus mature, c'est aussi par mon expérience personnelle. Et ça, c'est rare. Il y en a très peu des films comme ça où je peux retrouver de l'impact de ma carrière, de mes choix perso, et ça ne fait que rendre le film plus grand pour moi à chaque fois. Et vraiment, si vous n'êtes jamais allé à Cannes et que vous faites Cannes pour la première fois, re-regardez La Cité de la Peur avant. C'est un truc de fou à quel point on réalise tout. Mais même quand il n'y a pas le festival et que tu passes juste sur la croisette et que tu revois juste genre la cour cour, de mime, bah oui, c'est ça. Mais bien sûr. Barrez-vous, con de mime, quoi. C'est assez exceptionnel. Ouais, moi, il y a un petit truc que j'ajoute parce que c'est bord cadre, mais bon, on déborde un peu parce que c'est quand même du cinéma, c'est avec des acteurs de cinéma et avec des parodies d'acteurs de cinéma. Moi, il y a vraiment quelque chose que j'ai découvert il y a une bonne quinzaine d'années. Et pendant très longtemps, je vérifiais s'il y avait des nouveaux épisodes, parce que c'est un sketch du SNL particulièrement, avec Will Ferrell, et c'est le Celebrity Jeopardy. C'est super. Jeopardy, il y a donc c'est le jeu Jeopardy, mais avec des célébrités, parfois des célébrités qui jouent d'autres célébrités. Ouais. Par exemple, il y a Winona Ryder qui joue Björk. Il y a. Elle est super en donc, bref. Et il y a surtout Darrell Hammond qui joue Sean Connery et qui est l'un des personnages récurrents.
Et Sean Connery qui est là à tous les épisodes et qui a un accent écossais à couper au couteau et qui est vraiment la némésis de Will Ferrell qui joue le présentateur qui s'appelle Trebek et qui fait en permanence des blagues odieuses d'une sexualité, d'une vulgarité immonde sur sa mère. C'est le vieux monsieur C'est le vieux monsieur Lubric. Et surtout, il a un talent et à chaque fois tu le cherches parce que donc il y a des catégories et il y a un moment donné où il va changer une catégorie pour en faire un truc obscène. Et par exemple, à un moment donné, il y a une catégorie qui est un album cover, donc une couverture d'album, et il la transforme en un album cover, c'est-à-dire bref, voilà, c'est ça. Ou alors la catégorie c'est Catch This Man et il la transforme en Catch the Semen et donc ça attrape le sperme. Bref, c'est très très vulgaire. Ok, Shrebek. Voilà, c'est ça. Et c'est vraiment toujours très très drôle. It's what your mother's for. Voilà, c'est une tentative de Simon Rio. Cela étant dit, donc on parlait du fait que les As ont inspiré les nuls, etc. Mais le SNL aussi, normalement. Faroudia et Chabat ont voulu faire un SNL français. C'est tout cet univers-là. Les nuls, l'émission, c'est le SNL à la française. Ils s'en sont jamais cachés. C'est le pendant, les actus du SNL. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Pas que les actus, parce qu'il y avait des sketchs dans les nuls l'émission. C'était vraiment le SNL à la fin. C'était vraiment le SNL en entier. Je me casse le cul toute la journée pour votre sécurité. Vrai ou faux? Vrai. Et bien avant de passer à la deuxième catégorie. Ah, petite blague. Parce qu'on va parler de fraternité dans pas très longtemps. Une petite fille mécontente qui s'adresse à sa mère. Maman, j'en ai marre de devoir dormir avec mon petit frère. Oh non. Tais-toi, je t'ai déjà dit qu'on n'avait pas assez d'argent pour l'enterrer. Moi, j'aime beaucoup les. C'était encore pire. Sophie, elle est choquée. Les papas-mamans, elles sont géniales. Elles sont géniales, quoi. Oh mon Dieu. J'imaginais quelque chose et c'est encore pire. Mais non, Mais pareil, mais non, genre, mais si- je m'attendais vraiment à des trucs incestueux, horribles, et c'est pire. Ah non, Kevin, laisse ta sœur tranquille. Laisse ta sœur, Kevin. Kevin, je vais refermer le cercueil. Oh non. Oh non. C'est la même. C'est les blagues préférées de Terry Gilliam quand il a écrit mince. Comment il s'appelle ce film déjà? Ah oui, Thaïlande. C'est l'esprit de Thaïlande. Allez, on passe à la deuxième catégorie, puisqu'on Des parlait du cauchemars. film qui nous fait toujours rire malgré le temps qui passe. On va faire l'exact inverse. Et un film qui nous faisait hurler de rire, mais qui ne fait plus rire du tout. Et puisqu'on parlait de fraternité, Simon, Ah, et il faut crever l'abcès là. il faut crever l'abcès. Et oui. C'est un film que j'ai découvert au cinéma tout jeune, je devais avoir, je pense, moins de 10 ans, que j'ai vu moult fois à la télévision avant de l'enregistrer en VHS jusqu'à vraiment rendre la vidéo irregardable. Et tellement on en riait avec les copains, mais je sais pas combien de crampes de zygomatiques, de litres de larmes de rire j'ai versé devant les trois frères. Et bah c'est fini. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, il y a eu Les Trois Frères 2 ou Les Trois Frères le Retour. Enfin, Ouais, c'est ça. Le retour, je Mais crois. entre-temps, il y a eu les Rois Mages. Oh non, mais il y a eu Les Rois Mages, Le Pari, L'Extraterrestre. Le Alors, pari le- sur la clope, là. Ouais. Le Paris, oh là 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 là. Et en fait, vraiment, j'ai adoré Les Trois Frères. Quand c'est sorti le deuxième, j'ai trouvé absolument abominable. Je me suis dit, bah allez, lave-toi les yeux, remate le premier. C'est insupportable, c'est horrible. Je veux dire, on dirait du Jean-Marie Poiré mais sans la cocaïne, ou alors avec vraiment du mauvais speed. Ça va vite, mais c'est tout cassé. Le rythme marche pas. Je trouve que les personnages sont criants, grinçants, mais jamais drôles. L'histoire m'intéresse pas quand ça veut faire des bons sentiments. Ça dégouline. Non, c'est vraiment un film insupportable. Et hélas, pour ma plus grande tristesse, j'ai eu un peu la même histoire avec tous les films des inconnus qui se sont enchaînés dans les années suivantes. C'est-à-dire que j'ai découvert au cinéma avec les copains, on riait. On les regardait à la télé, on riait. Puis on les revoyait à la télé et on était tristes. Les Rois Mages, c'est super chaud. Les Rois Mages, c'est chaud. Mais tous, hein. Mais est-ce que tu comprends pourquoi tu trouvais ça drôle à l'époque? Parce qu'il y avait des gros mots, qu'on était ensemble avec les copains et qu'on avait le droit d'aller au cinéma. On vit dans une toute petite ville, on avait le droit d'aller au cinéma nous-mêmes à pied, donc c'était un truc de grand, super rigolo. Puis il y avait des gros mots, quoi. Oui, donc c'est pas de l'humour qui a vieilli, c'est pas has-been. Mais- C'est Non, pas. c'est mon cerveau qui a vieilli. Non, mais parce que quand tu regardes les sketchs, encore une fois, il y avait quelques sketchs qui étaient assez réussis. Il y avait plein de sketchs à réussis. l'hôpital Velpo, tout ça, il y avait des choses. Le commissariat, assez marrantes. les chasseurs, il y avait plein de sketchs Ah, Ah, réussis. les chasseurs, ouais. Et en même temps, il y avait les frères qui rappent tout. Et en même temps, il y avait vraiment la graine de l'humour de droite, quoi.
Auteuil de un Lipassi, humour un c'est peu boomer, Ouais, Auteuil un de peu- Lipassi, c'est pas un du peu gâteau, attendu surtout en fait, je crois. Ouais. Tu vois. Oui, c'est juste, oui, un peu les- attendu, un Et peu. les meufs la- et les keufs dans le RER, franchement, ça a pas Ça bien n'a pas bien vieilli, vieilli hein. du Non, tout, ça. Non, pas très bien. Non, mais attends, tout n'a pas bien vieilli chez les nuls non plus. hein. Non, il y a des problèmes chez les nuls aussi, quelques-uns, mais. Mais moins. Ah, pour une fois, t'es moins con que t'en as l'air. Ouais, je crois qu'il faudra remettre à plus tard cette conversation. Ah, plus tard, ouais. Non, mais si il trouve que la robe est trop longue, on peut parfaitement faire un ourlet. Ouais, ben c'est pas la question. Elle est très con, elle aussi. Et puis d'abord, tais-toi. Et toi, arrête de chialer. Et fous-moi le camp. Alexis. Bah écoute, moi c'est pour le coup ce qu'on pourrait dire en quelque sorte une erreur de jeunesse, puisque le film dont je vais vous parler, attention coup de vieux, quand il sort au cinéma j'ai 12 ans. Puisqu'il sort en 2008, c'est que je suis né en 96. Voilà, je vous laisse faire le calcul. L'année de mon bac. Donc bah, moi j'ai passé un excellent moment devant Bienvenue chez les Ch'tis. En plus, c'était, souvenons-nous quand même, le phénomène le film qui a fait 20 millions d'entrées. Les familles allaient le voir une fois, 2 fois, 3 fois. J'ai dû le voir 2 fois en salle, je crois, avec mes parents. Mais c'était un truc huge, et tout particulièrement en dehors des grands centres urbains. C'est là où le film a vraiment résonné très très fort. Et je l'ai pas revu pendant des années. Et j'ai réessayé il y a quelques temps de le revoir et j'ai pas tenu jusqu'au bout parce que en fait c'est malheureux, c'est toujours le cas avec Danny Boone, je trouve. Il a rarement des mauvaises idées de comédie. Il a plutôt des bons pitchs, des bonnes situations. Tu te dis, tiens, ça, c'est intéressant, confronter les personnages dans tel univers. C'est un peu grinçant. Il y a matière à dérouler, à faire du gag, à explorer une part de notre société sous le prisme de l'humour. Et c'est toujours l'exécution qui est dégueulasse. Et c'était le cas de son film là, qui était sorti sur Netflix sur le confinement. C'est pas une mauvaise idée de faire une comédie. L'humanité. Voilà, c'est pas compliqué. C'est pas une mauvaise idée hein, de faire un film sur le confinement. Il y a énormément de trucs très drôles à faire autour de cette situation-là. Sauf que l'exécution est désastreuse. C'est que des clichés, des personnages mal dégrossis. Tu sens que ça a été pondu dans l'urgence. Et Bienvenue chez les Ch'tis, c'est le cas. D'ailleurs, j'avais découvert en me renseignant un peu sur le film quelques années après sa sortie. C'est le moment où j'ai commencé à revoir mon appréciation à la baisse. Qu'au moment où le film est sorti, donc en 2008. Dans la ville où ils ont tourné, dans le Nord-Pas-de-Calais, qui est donc la ville de Bergue, si je dis pas de bêtises, il y avait en tout et pour tout une maison où on parlait encore le ch'timi, et c'était un couple de septuagénaires. Donc tu te dis déjà à ce moment-là, il y a un problème, c'est que tu as tellement envie de réinvestir cet accent que tu as entendu dans ta jeunesse, que tu trouves un peu marrant, un peu attachant, que tu vas transformer totalement la réalité pour que finalement, d'un coup, tout le monde se mette à le parler, comme si c'était comme ça que parlaient les gens du Nord, et en fait... même si le film a certainement bon fond, par la force des choses, il a envoyé à tous les gens qui connaissent pas le Nord-Pas-de-Calais un message sacrément réducteur sur ce qu'est le Nord-Pas-de-Calais, et c'est dommage, c'est un film contre-productif. Et voilà, donc c'est vraiment un film qui m'amuse plus du tout, et je pense voilà que, comme je le disais en début, c'est une erreur de jeunesse quelque part, quoi. Bayeul, attendez. Y a pas de meuble. C'est pas meublé. Ah bah, l'ancien directeur, il est parti avec, hein. Pourquoi il est parti avec les meubles? Parce que j'ai peut-être les chiens. Quel chien? Les meubles. Je comprends pas là. On continue le tour de table, on passe à Arthur. Oui, bah, on a beaucoup parlé, donc les inconnus et les nuls, mais il y a un autre groupe d'humoristes qui a été très important dans les années 90-2000, en tout cas important pour moi, qui est KDO. Et KDO, ils ont fait des trucs que je trouve encore super aujourd'hui. Moi, je trouve que Qui a tué Pamela Rose, c'est super. Incroyable. C'est super. Faut pas voir les suites. C'est une fuego. C'est super. C'est vraiment super. Sauf que face au succès de Qui a tué Pamela Rose, on va pouvoir leur permettre de faire des films un peu plus ambitieux. Et moi, il y a un film que j'avais en DVD que personne n'a vu. Je pense que là, je suis sûr qu'autour de cette table, il y a très peu de gens qui l'ont vu. Je l'ai regardé vraiment une fois par mois quand j'étais petit. Je le connaissais par cœur. La station spatiale, le vaisseau avec la voix d'Enrico Macias, il y avait des glaces. Je comprenais pas ce qui me faisait rire. Mais ça me faisait rire. Un ticket pour l'espace de l'Artigo. Si, bien sûr que je l'ai vu. Il a été Ah assez oui. regardé. Bah oui, quand même. Ça a fait un sacré flop. Ça a été très regardé à la télé. Oui, c'est un vrai film de télévision. Il y a Jérôme Lachasse qui a fait, vous savez, le journaliste qui était anciennement à BFM, qui faisait des séries sur l'histoire des comédies françaises. Il avait fait un article sur ce qui avait foiré sur Un ticket pour l'espace. Et ça m'a donné envie de regarder des scènes. C'est terrible. C'est terrible cette sensation de se dire, mais putain, mais ça, quand j'étais petit, je me souviens que ça me faisait rire. Et là, ça ne fonctionne plus. Est-ce que c'est parce que c'est plus à la mode? Est-ce que c'est parce que le tempo comique n'est plus celui d'aujourd'hui? Est-ce que c'est parce que... Je ne sais pas. Mais je regarde le film que pourtant je regardais, mais vraiment, mais tout le temps, ce DVD, je l'avais, mais vraiment en boucle. Rien. Mais genre rien. Guillaume Canet en aigri, Marina Foïs qui est là, il y a du cast, il y a des trucs à raconter, c'est l'Artigo, enfin, rien.
ça ne me fait juste plus rire, juste parce que, alors je pense pas que ce soit moi qui ai particulièrement vieilli, parce que quand je regarde les retours, je pense qu'on est nombreux à être confrontés à ça, c'est que je pense qu'il a été drôle à un instant T. C'est l'anti La Cité de la Peur par rapport à ce que je disais avant. C'est un film qui a eu des problèmes de toute façon, trop ambitieux. Trop ambitieux, pas assez de budget, des réécritures, pour le coup l'article de Jérôme Lachasse il est vraiment super sur tout ce qui allait pas sur le film, mais quand on le revoit, ça se voit. Et c'est marrant de faire ça comme émission, Nico, de comparer les films qui ont très très bien vieilli, qui restent dans le temps, et ceux qui ne fonctionnent plus. Lui, c'est pas parce que l'humour a vieilli, c'est pas parce que c'est problématique, c'est pas parce que c'était un peu moqueur, machin, c'est juste... C'était drôle à un instant T, ça ne l'était plus déjà 2 ans après, je pense. Mais est-ce que le film souffre pas? Alors là, moi je l'ai pas revu depuis sa sortie, ou depuis sa diffusion télé. Tu devrais. Oui. Non, mais est-ce que le film souffre pas? Moi, c'est le souvenir que j'en ai d'être en fait un peu en queue de comète et au carrefour de plusieurs humours différents. Ouais. T'as un peu des nuls, t'as un peu de la grosse comédie française de télé, t'as un peu de l'esprit des Robins des Bois qu'on n'a pas encore cité, t'as évidemment un peu de l'esprit de KDO, et en fait. Tout ça arrive un peu à la fin de ce parce qu'on est en 2006. Voilà, et c'est très fatigué en fait. Bien sûr que ça peut faire rire, mais c'est un peu la fin de ce cycle. C'est totalement ça, je pense. 2006, ouais. Il y a forcément un peu de ça. Mais le fait est que moi, à l'époque, j'avais pas conscience de tout ça, tu vois. Donc moi, petit, ça me faisait péter des barres, mais vraiment de fou. Et aujourd'hui, c'est irregardable. C'est triste. Moi, je trouve ça triste, en fait. Je pense qu'il faut pas regarder toutes les comédies qu'on aimait en fait. Moi j'avais réussi à faire croire à des enfants en colo que la tête de Guillaume Canet... Celle-là je peux pas en parler. J'avais réussi à faire croire à des enfants en colo que la tête de Guillaume Canet dans ce film c'était avant qu'il se fasse opérer. Et qu'il avait voulu, qu'il s'était fait opérer pour devenir une star, il s'était c'est dingue, j'étais tellement fier de moi. Désolé. Ouais, c'est vraiment un miracle que t'aies pas terminé en prison, toi. Oh, écoute, il n'est jamais trop tard si vous nous écoutez, que vous connaissez quelqu'un dans la préfecture de police. Demande de vérification du tout marche bien navette. Tout marche bien navette. Vérification croisée du tout marche bien navette. Tout marche bien navette. Sophie. Ouais, il faut savoir que je suis encore super tendre avec plein de films de mon enfance parce qu'il y a un souvenir qui est attaché, je le citais en rigolant dans l'épisode dernier, mais moi Jack de Coppola, c'est une VHS et j'avais tellement de tendresse pour ce film qu'aujourd'hui je reconnais que c'est nul. Mais je peux pas avoir de la haine, quoi. Je vois juste que c'est un gros film raté, mais je me souviens des émotions qu'il m'a fait ressentir et notamment beaucoup de tristesse. Pareil, Flubber, en fait toute cette période de Robin Williams. Tu veux dire l'auteur de Madame Bovary? Oui. Oh, elle est bien. Elle est très bien. Elle est subtile. Mais Gustave par contre... Flubber. Si vous avez ri chez vous, envoyez rire au 821. Et cette vanne est vachement plus drôle que les films dont je vais parler. En fait, il y a quelques films où j'y arrive pas. Je n'y arrive pas. J'ai essayé et en fait tout me cringe. Et surtout que c'est des films que j'ai vus en VF. Le lien est rompu, quoi. Le lien est rompu. Et surtout ne pas essayer de les revoir en VF. C'est pire. Il faut savoir qu'il y avait 2 films. C'est vraiment ce que j'appelle la Eddie Murphy années 90 cinéphilie. Il y avait 2 films pour ma tranche d'âge qui étaient Dr. Dolittle. Bien sûr. Et Professeur Folding. Qui sont sortis à 2 ans. Voilà. Comment je me suis rendu compte que c'était vraiment... C'est vraiment nul, Dolittle. Ah ouais, c'est chaud. C'est vraiment de la merde. Je me souviens surtout d'un gag d'un chien qui lui dit qu'il a pas du tout envie de se faire mettre un thermomètre dans le rectum. Quand j'étais petite, parce qu'il faut savoir, j'avais 5 ans quand le film y est sorti. Un chien qui parle et qui dit qu'il veut pas un truc dans les fesses, ça me faisait rire. Maintenant, je trouve ça horrible, je trouve ça trop chelou. Puis en vrai, le lip sync marche pas, la bouche animée sur les animaux. Il n'y a pas de Jamel dans la VF. Il y a Jamel, il y a Eric et Ramsey, il y a toute la grille. Et en fait, Professeur Folding, il faut savoir que, hormis le fait que ce soit extrêmement grossophobe et que je comprends pas comment, après ce film-là, il se soit dit allez, on va faire l'amour extra large. J'ai jamais compris pourquoi mettre des gens dans des costumes de personnes grosses. Ce qu'on appelle les fat suits. Les fat suits, pourquoi c'est drôle? J'ai jamais compris. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que le réalisateur de Professeur Folding, fondamentalement, c'est un mec qui me fait énormément rire. C'est-à-dire que c'est le réalisateur notamment de Mentor, mais c'est aussi le réalisateur de Bruce Tout-Puissant. Tom Shadyac, ouais. Qui est un mec qui me fait vraiment, encore une fois, Mentor, ça n'a pas vieilli. Bruce Tout-Puissant, c'est très drôle. C'est sacrément misogyne, Mentor, mais c'est quand même super drôle. Parce que voilà. Et je crois que il faut jeter toute la période des années 90
où on faisait des accents racistes pour doubler les personnes noires. Oh là là. C'est chaud. En fait, c'est même pas genre juste moi qui les trouve pas drôles. Genre, j'ai déterminé, genre pour tout le monde, que c'était plus drôle. Genre, pour moi, c'est impossible. Et comment je m'en étais rendu compte ? C'est parce que des années après, il y a Norbit qui est sorti. Oh là là, c'est très compliqué. Et là, en fait, c'est en voyant Norbit à la télé que je me suis dit, mais attends. J'ai vraiment ri à Professeur Folding, là, genre, mais c'est le même humour, quoi, c'est juste pire. Et du coup, j'avais rematé Professeur Folding, et en fait, voilà, là, c'est des films, c'est pas juste moi que ça fait plus rire, je pense que c'est des trucs qui ont vieilli, parce que heureusement, les codes sociétaux ont évolué pour déterminer que globalement, c'était plus drôle. Et notamment, quand ça rentre dans notamment beaucoup de grossophobie, et je pense qu'on a tous évolué en tant que société pour se dire qu'il y a des choses beaucoup plus drôles que ça à explorer. Et comme on l'a dit, il y a des comédies de toutes les époques qui ont réussi à survivre grâce à une qualité d'écriture. Là, en plus, il faut savoir que c'est des comédies extrêmement pauvres en termes de rythme de blague, de mise en scène. C'est des comédies paresseuses et en fait qui ne reposent que sur un gag sociétal qui est les personnes grosses, ça pète à table. Donc je pense qu'en fait, non mais c'est vrai. Non, moi aussi je pète à table, Sophie. Dis pas ça. Alors dites-moi, Carla. Vous êtes de quelle ville? De Chicago. Oh, Chicago? Nous y avons de la famille. Ah, Chicago, la ville des vents. Un jour, tiens, je travaillais là-bas, dans un gratte-ciel. Et mon sandwich, il a plongé du 27e étage. Oh, ça m'étonne pas, lui, c'est abruti. Tout ce qui se rappelle, c'est un sandwich qui fout le camp par la fenêtre. Rebondis, allez, démerde-toi avec ça. Je sais pas, bref, c'est terrible, hein. Je vois pas ce qui a plus vieilli que ça. C'est terrible. Alors, Julien, parce qu'en termes de plus vieilli... Non, toi, tu ne vieillis jamais. Moi, je ne vieillis jamais. Moi, j'ai passé un pacte pour ça. Ça m'a coûté mon âme. Non, ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai la chance d'être passé à côté des Trois Frères, parce que j'étais déjà un peu trop vieux, où je l'ai vu dans des conditions, enfin, en DVD. Je vous raconte pas tellement, c'était le niveau de glauque. Enfin, c'est-à-dire que ça m'a jamais fait rire, en fait. Je veux dire, bon, vraiment, c'était pas drôle. Moi, j'ai un problème. J'aimais pas trop les comédies de... Je sais que je vais me faire des ennemis, mais les comédies de Jim Carrey, Ace Ventura, tous ces trucs-là, la première vague, même The Mask, ça m'agace un peu. Ça me fait pas rire. Ça me fait pas rigoler, vraiment. Mais c'est du bon artisanat. Pour l'avoir vu, c'est pour le coup, c'est du bon artisanat. Je considère pas que ce soit des... Ace Ventura, ça me fait vraiment... Et puis tout le monde, tous les gens comme Simon Rio qui faisaient des caricatures d'Ace Ventura, j'avais envie de les gifler. Enfin, c'était insupportable. Ça me crie déjà des enfers. Oui, bref, Satan. Voilà, l'horreur. Bah, ça m'angoisse totalement. Pas loin que autant, même si c'est pas la même chose que l'accent d'Eddie Murphy dans Le Flic de Beverly Hills 2. Mais pas loin. Bref, non, moi j'ai un trauma. J'ai un trauma d'enfant des années 80. C'est un trauma malheureusement qui est pas cinématographique, qui est un trauma télévisuel, parce que pour le coup, ça me faisait mourir de rire. Et donc je me battais avec mes parents pour le regarder à la télévision. Et j'avais de la chance parce que quand j'allais chez mes grands-parents, en revanche, j'avais le droit de regarder ça, alors que mes parents trouvaient ça absolument consternant. Et ça a été diffusé beaucoup, et c'était diffusé sur la 3. Non, ce n'est pas Coco Boy, c'est Benny Hill. Benny Hill, ça me faisait beaucoup rire. Et Benny Hill, c'est vraiment dégueulasse. C'est dur. C'est dégueulasse. C'est dur. Et dans quel sens c'est dégueulasse? Ah bah c'est dégueulasse parce que tous les sens. C'est-à-dire que c'est quand même vraiment très misogyne. Ça ne joue que sur la lubricité du personnage principal. D'accord. C'est-à-dire que c'est vraiment un mec qui fait des blagues lubriques et qui humilie des petits vieux. Voilà, c'est-à-dire qu'il a un sidekick qui est un petit vieux chauve et à qui on enlève la perruque et il lui tape sur le crâne et lui donne des coups de pied au cul. Donc ça se voudrait être du post-Buster Keaton un peu slapstick, sauf que le principe, c'est vraiment que tout est... Moi, ce qui me sidère surtout, c'est qu'on est à 20h, que c'était censé être un programme familial et que Benny Hill, c'est obscène. Tout est obscène. Et à la fin, il court en accéléré sur la fameuse petite musique... bref, derrière des femmes en lingerie. Voilà. C'est-à-dire des femmes à moitié à poil, mais c'est comme les Coco Girls. Mais je veux dire, le problème, c'est pas quelle horreur ou pas quelle horreur. Le problème, c'est que c'était un programme familial. C'était à 8h du soir à la télé française et que c'était censé être drôle. Ouais, c'est un problème. Et c'est quand même un vrai problème. Bien donc, et puis c'était c'était lubrique, c'était de l'humour qui joue sur l'humiliation, parce qu'évidemment, dans la cour d'école de la récréation, on s'amusait à se donner des petites claques sur celui qui est le souffre-douleur. Donc, en fait, vraiment, c'était épouvantable. Et on a été quand même biberonné à ça, entre ça et Colaro avec la Playmate du samedi soir, les gags racistes et les personnages de folle, Michou Bidou, merci pour l'homophobie ambiante et pour le racisme et la misogynie. Enfin, tout ça était quand même franchement dégueulasse et on était
abreuvé à ça dans les années 80. Et ça, malheureusement, là aujourd'hui, c'est assez cruel de voir ça a posteriori, quoi. C'est clair. Non, moi, c'est Nicolas. Putain, à chaque fois. Oui, à chaque fois. Est-ce qu'elle est bien pour le coup c'est Summer of LOL. Je sais pas si elle est inépuisable, celle-là, par contre. Il y a peut-être un quota d'utilisation. Mais tu vois, ce qui est étonnant, par exemple, c'est que si on prend Mr Bean, qui est un truc qui a vieilli aussi, néanmoins, Mr Bean, t'as une science du tempo comique, du gag. C'est assez raffiné dans l'exécution, Mr Bean. Ouais. C'est ce que je veux dire. Moi, ça m'a toujours cringé des enfants. Moi aussi. Ça m'a cringé des enfers. Moi aussi, mais néanmoins, tu vois qu'il y a de la fabrication. Je suis d'accord. Benny Hill, l'image est dégueulasse. Il n'y a pas un plan, il n'y a pas une composition de plan qui te fait rire en elle-même. L'idée, c'est juste un gros monsieur qui tape un petit vieux et qui poursuit des nénettes, c'est rigolo. Bref, avant de passer à notre deuxième manche de cette 4e saison de Pas vu pas pris, la question bonus, comme tout au long de ce Summer of LOL, après vous avoir demandé quel était votre acteur comique préféré, j'aimerais vous demander quelle est la réplique de comédie que vous utilisez encore aujourd'hui à répétition. Une réplique qui vous sort et que vous utilisez comme ça, une ou plusieurs. Simon, je sens que tu es parti. Si je ne suis pas de retour dans 5 minutes, salaud. Attendez plus longtemps. Et sinon, j'en ai une que je n'emploie pas parce que je la réserve. Je la sortirai un jour. Ce ne sont pas mes Ray-Ban, ce sont mes narines. Non. C'est Michel Leb, c'est pas du cinéma. Oui. Je l'avais pas. Dans son fameux sketch de l'Africain, l'Africain, où il dit ce ne sont pas mes lunettes, ce sont mes narines. Voilà. Et où le gag, c'est qu'il mange les gens. C'est que parce que les Africains sont les années 80. Ouais, voilà. C'est chaud les années 80. Ah ouais, c'est dur. Tootsie s'en est vraiment bien sorti. Les années 80, c'est dur. C'est vraiment dur. Moi, j'en ai une que je me garde qui était dans Si Versailles m'était compté, si ma mémoire est bonne, donc de Guitry, où à un moment, non, pardon, c'est pas Si Versailles m'était compté, c'est dans Les Misérables, mais aussi donc il y a eu une grande adaptation aussi de cette époque-là, et où à un moment, c'est donc la révolte de 1848, et un bourgeois qui est plutôt favorable à la révolution populaire voit donc depuis ses fenêtres la révolution, et sa fille, grande bourgeoise, elle panique absolument, ce qui agace son père. Alors cette réplique peut évidemment être mise au masculin ou au féminin, mais un jour je la sortirai à quelqu'un. C'est, alors là, en l'occurrence, il s'adresse à sa fille, il lui fait: ma fille, vous êtes une hermine de stupidité sans une tache d'intelligence. Et celle-là, je la sortirai un jour à quelqu'un, mais tu peux pas la sortir toutes les semaines, quoi. Non, il faut vraiment qu'elle fasse mal. Je la garde. La bonne personne en face. Alors, il y a une condition sine qua non. Si je suis dans la même pièce que mon père, n'importe quelle réplique des Tontons Flingueurs, puisque c'est une de nos nombreuses modalités de conversation. Je vous donne un exemple. Par exemple, on a de la famille à la maison pour dîner. Puisqu'on est normand, il n'est pas rare qu'il y ait du calvados sur la table à la fin du repas. Et si j'arrive, moi, à ce moment-là dans la pièce, je vais dire: tiens, vous avez sorti le vitriol. Voilà, ce genre de choses. Si je vois mon père en train de galérer à bricoler, je vais lui dire qu'il est en train de se taper une nervous breakdown. Donc voilà, c'est notre façon de se parler, parce qu'on les connaît toutes par cœur. Donc c'est nos cris de ralliement, quoi. Arthur. Moi j'en ai plein, mais il n'y en a pas qui ressortent en tête. Il y en a une que je ressors souvent, mais je ne sais pas pourquoi, parce que il n'y a pas de bon contexte pour ça, et je pense que quand je vais dire, personne ne va la comprendre. C'est quoi? C'est ma maman, elle est malade et mon papa, il fait les poubelles. C'est le chat poté dans Shrek 2. Je sais pas pourquoi. Celle-là, elle est là. Et elle est souvent là. C'est pas besoin de contexte. Truc musical, elle est en tête. Il y a un truc avec l'accent du chat poté. Il y a un truc, ma maman, elle est pas là, mon papa, poubelle. Ça va, les accents. C'est vrai. Sophie. Moi, c'est que La Cité de la Peur tout le temps. Mais en fait, je pourrais toutes les faire. C'est-à-dire que je connais tellement le film par cœur que le Jetez-moi là, etc. Mais le Jetez-moi là, il est super. Le Jetez-moi là, il est super. J'ai hésité à dire Cité de la Peur, mais pour moi, il y en a. C'est comme OSS, ça devient ringard, je trouve, de citer genre. Alors, c'est jamais ringard de citer La Cité de la Peur. Et si, genre, le doigt, machin, genre, tu vois, j'ai l'impression que c'est récupéré par des gens ringards. Jetez-moi là, c'est super. Le Jetez-moi là, il est super. Jetez-moi là, c'est super. Il y en a un, je sais que Nicolas le fait de temps en temps, c'est. Non, plutôt c'est la mine Mickey. Celle-là, elle est incroyable. C'est super. Et ma préférée, c'est. Monsieur n'est pas une tapette, monsieur est commissaire. Moi, je dois dire que c'est super. Que mes commerces de proximité doivent vraiment en avoir marre de moi, parce que je ne peux pas m'empêcher de dire vraiment très sérieusement
Donnez-moi un morceau de cette chose longue et molle. Je t'ai déjà vu faire tellement de fois. L'ouverture du Père Noël est une ordure. Mais le Père Noël est une ordure, ça marche, comme je vous le disais, c'est pas vos pieds qui me dérangent, c'est votre vis, sale pédale. Moi, évidemment, ça me fait mourir de rire. C'est celle-là. Les commerçants la prennent beaucoup moins bien. Même tout simple, et c'est vraiment pas drôle, c'est « Oh, mais je vous vois très bien ». C'est quand elle est enfermée dans l'ascenseur et qu'elle essaie de passer. Voilà, c'est ça. Bon, c'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Et sans oublier, évidemment, bonhomme en retard, liaison dans le tiroir. Et croyez-moi, j'en ai fait les frais. Bon, bref, je les connais par cœur et c'est indépassable. Maintenant qu'on s'est amusé, on va se torturer. C'est fini. C'est fini, ciao. Bon, qui c'est qui tire cette fois là? C'est Simon, je crois. Deuxième Simon, manche de notre pas vu, pas pris spécial humour parce que on adore l'humour. On adore l'humour. Moi, j'adore rire. Qui a prononcé cette phrase-là? Écoutez-la jusqu'à la fin. La réforme, c'est pas sorcier. Le campement léger en plein air, non. Vérane. 3. Voilà. Résumé de la manche précédente, puisque cette année, on prend des notes. On prend des notes. Là, nous avons tiré deux films. Nous avons tiré 2 films et les 2 films ont été découverts. Il s'agissait des Tontons Flingueurs que quelqu'un de l'équipe n'a pas vu et des Demoiselles de Rochefort. Oui, c'était moi. Bon, d'accord. qu'Arthur n'a pas vu. Et nous avons trouvé ça au premier. D'où le fait que tu l'aies mis en comédie. Encore une fois, c'est pas drôle. Hein. Ah, ou peut-être pas. Sachez que je me suis posé la question. Ah, mais tu l'avais mis en comédie. Je vous dis pas. Parce qu'on dit pas. Parce qu'on a mis des grands films. On a mis aussi des grands films. Il est possible qu'il y ait 2 grands films. Voilà, 2 grands films qui se promènent dans le bol et on sait pas lesquels. Je sais pas lesquels. Ah, moi non plus. Allez, Simon. Simon, alors attendez, il faut que je tiens à dire que 2 films en 15 minutes, c'est pas un ratio énorme. 10. On a dit 15 par erreur la dernière fois. On a dit 15, mais c'est 10 minutes, on fait des manches plus courtes. Parce que c'est pas la taille. On est fatigué. Moi, je tiens à dire que c'est un grand moment de stress parce que jusqu'à présent, les années précédentes, moi, je comptais vraiment sur le fait qu'on prenait pas de notes pour vraiment m'en tirer. C'est comme ça que t'as gagné la dernière, c'est vrai. C'est partie intégrante de ma stratégie. Allez, 3, 2, 1, top chrono, 10 minutes. Tournée générale. Alors, tournée générale, on met pause sur le chronomètre. Oh, non. On prend un papier. Ah non. Et chacun rajoute un film. Ah, t'as un bâtard. Ah putain, je cherchais le nom du film, je sais même pas ce que c'est. A few moments later. On relance le chrono. Oh, 4 mariages et un enterrement. Oh, mais attends, mais on l'a déjà sorti. Non, c'était C'était Coup de foudre à Notting Hill qu'on avait dit. Je l'ai rattrapé depuis. Oui, depuis tu l'as rattrapé. Tu as fait tes devoirs. 4 mariages et un enterrement. Merci, mon chant pris commence. 4 mariages et un enterrement, je l'ai vu. Ma mère adorait Hugh Grant, je l'ai vu à la télé, elle m'avait forcé à le voir. Voilà, à l'époque, je trouvais Hugh Grant assez charmant, je dois dire, mais un peu comme tout le monde. Moi, c'est pas Andy McDowell qui m'avait marqué, c'est Christine Scott Thomas. Ouais, voilà, la fameuse scène où elle lui dit mais en fait, je t'aime depuis le début. Et moi, c'était quand j'étais petit, j'entends, parce qu'aujourd'hui je le vivrais peut-être différemment. J'en voulais un peu au film du coup de faire vivre ça au personnage de Christine Scott Thomas, et je me disais mais moi je suis Hugh Grant, je lui dis bon ok d'accord, je t'aime finalement. Mais alors évidemment c'est un petit gamin qui dit ça, hein, qui était un peu touché par ça. Que dire d'autre? Comme j'étais un peu trop jeune justement à cette époque-là, tu sais, l'alliance rire et un peu drame, mélancolie, c'est un truc que je comprenais pas très bien. Je pense que si je le revoyais aujourd'hui, je l'apprécierais plus, mais à l'époque ça m'avait un peu déçu. Voilà. Moi je peux embrayer, mais ça va être relativement bref en ce qui me concerne, parce que le film est réalisé par Mike Newell, qui s'est illustré notamment pour avoir réalisé Harry Potter 4, La Coupe de Feu, et je me souviens que au moment de la sortie d'Harry Potter 4 en salle, peut-être un peu après, parce que j'avais déjà vu Harry Potter 4 à ce moment-là, et diffusé à la télé 4 mariages et un enterrement, parce que c'est le même réalisateur, et du coup les chaînes veulent surfer un petit peu sur le succès, et ça tombe pas bien pour moi, parce que c'est genre je suis en début d'adolescence, donc par habitude et par volonté de m'affirmer comme un bonhomme, je rejette tout ce qui relève de la comédie romantique. En fait, c'est un genre que j'ai découvert plus tard et pour lequel j'ai une réelle affection, mais qui est une affection plus tardive. Donc 4 mariages à l'enterrement à l'époque, je survole complètement le film. J'ai pas spécialement envie d'être sensible à ce genre de cinéma, parce que je suis pas à l'aise avec ça, ce qui est complètement stupide, mais comme beaucoup d'adolescents, je fais des trucs stupides. Mais très adolescent. Voilà, et donc j'ai un souvenir du film
quasi inexistant parce que je n'ai pas eu l'occasion de le revoir depuis. Moi, c'est rigolo parce que, pareil, je l'ai découvert début d'adolescence, au moment où les comédies romantiques, il y en a quelques-unes que j'aime bien. Mais ce qui est rigolo, c'est que alors, le film est passé devant les yeux, genre sans doute quand j'avais Canal et tout ça. Mais par contre, ce qui m'avait marqué, c'est que, alors tu sais, toi, Alexis, que j'arrive jamais à me souvenir de son nom en entier, Mr Bean, Rowan Atkinson. Merci, Rowan Atkinson. Merci. En fait, c'est rigolo parce que j'ai découvert le film. Ça, c'est con, hein. Je l'ai vu pas très longtemps après Scooby-Doo, pour vous dire la période d'âge. Et en fait, moi, je détestais, on en a parlé un petit peu, mais je détestais Mr Bean. Genre, ça ne me faisait pas rire du tout. Mais par contre, il était dans les deux films. Et d'un coup, je me suis rendu compte que c'était un second couteau qu'on utilisait un petit peu. Et en fait, ce qui est un peu bête, c'est que... moi, j'adorais Andy McDowell, c'est une des meufs que je trouvais les plus... Et notamment, genre, sa chevelure m'obsède. Mais j'ai été sensible à Hugh Grant un peu plus tard, peut-être notamment parce que, vous le savez, je n'avais pas vu Notting Hill. Mais par contre, ce qui m'amusait, c'était de découvrir que Mr Bean pouvait faire autre chose. Et c'est globalement le souvenir que j'avais du film. Voilà. Ouais. Arthur Moi, pareil que Simon Alexis, ma mère le citait souvent. Elle me l'a montré, j'étais très jeune. J'en ai aucun souvenir. Je n'ai pas du tout en capacité à pouvoir l'apprécier. Donc, je ne vais pas pouvoir me défendre très bien à cette partie-là. Mais j'ai des arguments que j'utiliserai à la fin du tour de table. Mais vraiment, je n'ai aucun souvenir. Aucun. Ok. Et toi, Nicolas ? Moi, pareil. On en avait déjà parlé pour Coup de foudre à Notting Hill. T'avais pas 5 ans quand il est sorti, par contre. Non. Je l'ai vu. Non, je l'ai vu à la télé parce que je l'ai pas vu au cinéma. Je suis pas client des comédies romantiques, donc j'en ai un souvenir très mitigé. Je me souviens effectivement, et Simon m'a un peu coupé l'herbe sous le pied, je me souviens plus du personnage de Christine Scott Thomas et de ce sentiment effectivement d'injustice qui lui est faite. Mais du coup, je vais redire la même chose que Simon, donc c'est pas un argument très très fort. Et voilà, c'est chaud. C'est dans 4 mariages à l'enterrement qu'il y a la chanson na 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 my fingers, I got it in my brain. C'est pas ça ? Non, ça c'est là. Je ne saurais pas te dire. C'est rien du tout. C'est beaucoup trop lointain. Non, mais il me semble que c'est ça. Voilà. C'est chaud, on est tous les 5 qui perdent. Alors, ça va être dur à départager. Alors moi néanmoins j'ai un petit truc, c'est moi que aussi j'ai un texte. Je pense qu'on est tous difficiles à départager vu ce qu'on vient de dire. Néanmoins, moi s'il y a un truc auquel je crois pas, ou pied en plus. Néanmoins, s'il y a un truc auquel je crois pas, c'est le fait qu'à la télé on dise pour vendre 4 mariages à un enterrement d'après le réalisateur d'Harry Potter 4 parce que je pense que tout le monde se branlait de qui réalisait les films Harry Potter. C'est pas bête. Je pense que ça n'était pas du tout un argument. Non, c'est pas bête du tout. Et en plus, moi, je rajoute une pièce dans la machine avant que tu te défendes, Alexis. Oui. Pour qui ce serait honteux de pas avoir vu ce film ? Moi, je trouve que c'est pas giga culte, tu vois. Moi, les gars, les films que j'ai mis, c'est chaud, hein. Moi, les films que j'ai mis, c'est chaud. C'est pas. C'est pas d'enterrement, c'est quand même une grosse comédie. C'est vraiment tout le monde l'a vu. Putain de marqueur, ouais. C'est un marqueur. Pour me défendre quand même. 93, 14. Oui, c'est des années 90. Moi, je l'ai pas vu à cette période. C'est avant Notting Hill. C'est avant Notting Hill. Pour me défendre de l'attaque. Avant Notting Hill. Oui, bien sûr. Pour me défendre de l'attaque basse. C'est avant Notting Hill. De Simon. Je n'ai pas dit que le film était explicitement marketé comme ça par la chaîne de télé. J'ai dit qu'il était diffusé à peu près au même moment, tout comme il y a eu certains films de Cuarón, notamment De Grandes Espérances par exemple, qui est repassé à la télévision au moment du Prisonnier d'Azkaban. C'est que quand Simon n'a pas vu un film, il attaque et que c'est vraiment un truc très très classique chez lui. J'ai du mal à voir Simon. De toute façon, je vais voter pour toi par revanche. J'attaque tout le temps. 1, 2, 3. Il y a 3 voix pour Alexis. Il y a 3 voix pour moi. Une voix pour Nico. Ah, c'est Simon qui a voté pour Nico. Bien sûr. Et Alexis qui a voté pour Simon. Bon, bah, c'est sur moi que ça tombe. Oui. Je n'ai jamais vu 4 mariages à un enterrement. Est-ce que c'était ton papier ? Ce n'est pas mon papier. Let's go. Merde. Du coup, je le remets. Voilà, enfin un petit peu de merde. On va se marrer. Il reste 3 minutes 20. Ah merde. Sophie, je pense qu'il n'y a que toi et moi qui j'étais là, genre. Je tire un papier. Genre, je m'étais dit, on est vachement bon. C'est super. Non, c'est génial. Oh, aïe, le gendarme à Saint-Tropez. Oh, le gendarme à Saint-Tropez. Ah, alors si vous vous rappelez bien de certaines de nos discussions, je pense que ça peut aller très vite. Il y a quelqu'un autour de cette table qui a dit je n'ai jamais vu un seul des gendarmes. Écoute, je tire le papier, donc je me défends. Le gendarme à Saint-Tropez, en l'occurrence, c'est le premier. Je pense que c'est celui que j'ai le moins vu quand j'étais gamin, parce que
Mais c'est dommage, je crois que celui que j'ai le plus vu, c'est les extraterrestres. Ouais, mais moi aussi, je me souviens trop bien des extraterrestres, c'est le seul dont je me souviens. Mais les les gendarmes. Quand ils rouillent à la fin à cause de l'eau. Voilà, mais c'est fondamentalement, je trouve que c'est de la carrière de De Funès, peut-être un des films moyens les moins surcotés. C'est-à-dire que fondamentalement, c'est pas terrible, mais voilà, c'est. Il y a quelque chose. Je comprends pas pourquoi le film plaît aux gens. Non, mais je sais. Tout interrompre, mais j'ai regardé Sophie, je l'ai pointé du doigt, j'ai dit c'est toi, et elle a pas pu ses points, elle a juste. Si vous voulez, on peut régler la question. T'en as pensé quoi, Sophie, du film? J'en ai aucun souvenir, mais vous imaginez bien que c'était le genre de film qui passait à la télé quand j'étais gosse, mais j'ai pas un amour. Qu'est-ce qui se passe dans La 2 chevaux? Alors, c'est pas le bon film, si? Ah bah si. Ils ont pas fait le coup de la 2 chevaux et des nonnes dans 3 films de la saga. Non mais ce que j'allais dire, pour moi c'est le gendarme en vadrouille. C'est pas un gendarme en vadrouille, c'est le gendarme en balade. Pour moi c'est le gendarme en balade avec les nonnes et la 2 chevaux. Ah bon? Et je crois que dans le gendarme et les gendarmettes, il y a aussi une Les gars, arrêtez de vous défendre. On sait que vous l'avez vu, c'est pas un problème. Moi je trouve que tu m'attaques beaucoup. Alors c'est surtout Arthur, toi tu peux nous en parler. Moi j'ai le souvenir d'Arthur disant je n'ai jamais vu un film des gendarmes. Bon alors il balance. Alors c'est possible que j'ai pu dire cette phrase. Il est possible que j'ai pu vous mentir. Il est possible que j'ai pu vous mentir. Il est possible aussi que moi je connais Sophie que quand juste je lui pointe le doigt et qu'elle rigole, elle est pas capable de se défendre. Il est possible que personne n'ait vu un gendarme à Saint-Tropez autour de cette table. Ça ce serait très drôle. Mais c'est une possibilité. La génération et la mienne c'était tellement mitraillé à la télé. Tu pouvais pas y échapper. Écoutez c'est simple. On vote pour Sophie et si jamais c'est pas elle qui est pas retourne sur moi, votez sur moi. Je suis pas d'accord. Mais je vous garantis que c'est pas moi. Moi vous allez perdre. Mais non, on perd un tour les gars. C'est évidemment Sophie. Mais non, vous êtes trop bête. Mais non, je l'ai pas vu, mais c'est pas mon papier. Évidemment, c'est Sophie, bande de débiles. Putain, t'apprendras à accuser trop fort tes camarades. Et ça repart dans le seau. C'est comme ça on est sûr, tu vois. T'as le temps de tirer un film. Tire. Comme ça on est sûr. Il reste combien de temps? Il reste 46 secondes. Tu as le temps de tirer. Les Blues Brothers. Putain. Ok. Elle est belle celle-là. Celle-là, c'est une putain de prise. Aïe. Alors Arthur, toi qui nous disais que tu avais mis des gros films justement, d'un seul coup là ça commence à là on est pas tombé très loin de l'arbre. Quelle est la première chanteuse dans le diner? Non mais j'en sais. Il y a une chanteuse hyper connue. Moins d'agressivité. Je ne sais pas. De toute façon, ça va se régler à l'épisode 3, les amis. Quel est le thème principal? Il y a une chanson que tout le monde connaît. On a tous dansé dessus. Voyons. Everybody Move Your Body là? Alors c'est pas Everybody Move Your Body, mais t'as l'idée. Ça va. Voilà. Et puis c'est pas dans cette chanson-là qu'il y a la chanteuse surtout. Bah non. Non mais les gars, j'ai pas vu ce film depuis j'avais genre 5 piges. Genre qu'est-ce que je m'en souviens? Et j'aime pas ça. Ouais, c'est la fin. C'est la fin de cette deuxième manche. Pour qu'on recommence la prochaine partie directement. Tout à fait. On peut pas voter là-dessus. Il faudra s'en souvenir pour la prochaine partie. On va faire un peu plus de tours pour que ce soit rigolo. Ouh là là, ça se complique. On a été très bon à la première partie. Nul on est un peu moins bon à la deuxième. Ouais, mais c'est un peu plus rigolo comme ça. Si on trouve tout au premier tour, c'est pas drôle. Et vous trouvez ça drôle? Vous, derrière votre poste, vous trouvez ça drôle de nous voir nous déchirer comme ça, de nous voir nous humilier? Ouais, vous avez raison, c'est assez drôle en fait. Bah oui. Prochaine manche, prochaine semaine. Merci de nous écouter. Vive les vacances, vive l'été. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, évidemment, de vous hydrater. De vous hydrater énormément. Et puis voilà, d'ici là, on se calme et on boit frais à Saint-Tropez. Bye les amis et gloire à la crème solaire qui s'ouvre dans le sac de plage. Oh, c'est pas humain, les salauds, ils m'ont épuisé. Au 4e stop, il sera exactement 0h13. Oh la vache! Moi je vais être en retard au lycée! Oh, bah dis donc, t'es bien pressé, toi, ce soir. Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester, allez-vous-en! Arrivederci! E buon viaggio! Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.